Bonjour à tous déjà. Bienvenue à la bibliothèque Assiette Gébar. Je vais présenter rapidement la bibliothèque quand même, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, cette bibliothèque est une bibliothèque relativement récente puisqu'elle est ouverte en janvier 2018. Et dès le départ, on souhaitait, avec un certain nombre de personnes de l'équipe qui s'occupaient des romans, de monter un fonds de littérature féminine. Ce qui est assez rare dans les bibliothèques, en tout cas un fonds qui soit repérable et mis à part entière comme un vrai fonds de littérature. Donc on a à peu près dans les 500 documents à l'heure actuelle, voilà. Et on essaye d'augmenter, on est parti avec 300 documents, puis petit à petit, les étagères se rallongent et voilà. On essaye de faire le fond le plus exhaustif possible, avec pas mal de romances, c'est quand même ce qui domine ce fond. Donc pour les Parisiennes ou ceux qui n'habitent pas très loin, n'hésitez pas à venir emprunter des documents. D'autant plus que les gens du quartier témoigneront, n'est-ce pas Catherine, que nous sommes la meilleure bibliothèque du monde du quartier. Donc, voilà. Nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs auteurs cet après-midi. Merci d'être là. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, Céline Knibler, c'est bien moi. Voilà, qui a commis La fille du bourreau, qui malheureusement n'est pas à la bibliothèque aujourd'hui parce qu'il est emprunté. Voilà, c'est une bonne raison, comme son livre d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que nous ne l'avons pas aujourd'hui. Donc, j'ai vu que vous aviez fait une thèse sous les souterrains de Paris. Un mémoire. Un mémoire, mais qui peut expliquer beaucoup de choses sur les romans que vous éditez, enfin que vous écrivez plus exactement. Virginie Rigaudot, voilà, qui vient à double titre, je dirais. Donc un dernier livre qui est paru chez Anne Carrière, voilà, qui s'appelle La veuve apprivoisée, on en parlera tout à l'heure, et qui a monté depuis un an. Ça fait un peu plus, oui, ça fait un peu moins d'un an. Voilà. Une nouvelle maison d'édition, ce qui n'est pas facile à l'heure actuelle, mais c'est super, qui s'appelle Jeanne et Juliette, avec, si je ne me trompe pas, essentiellement de la saga historique. C'est que de la saga historique. Avec des personnages féminins en avant-première et de la littérature francophone. Je tiens à le signaler, parce que... Et par ailleurs, parce que je sais qu'il est dans le réseau parisien, dans la bibliothèque Charlotte Delbo, dans le fonds érotique, puisqu'il y a une bibliothèque à Charlotte Delbo dans le 2e arrondissement, qui a un fonds érotique que je vous conseille, et qui a votre roman June, voilà. Mais qui avait été très salué par la critique à l'époque où il était sorti. Voilà, chez la Musa. Marc-Joséphine Levasseur, alors, que je me trompe pas, excusez-moi. Donc, vous venez pour Pardonne à la vie, voilà, qui n'est pas votre première saga, hein, vous avez écrit, si je me souviens, un mot de Lila, c'est ça? Alors ça, c'est un one-shot. Ouais, voilà, d'accord. C'était mon 11e roman, voilà. Voilà, ouais, on en parlera aussi, parce que c'est un roman très particulier, avec plein de choses qui se passent, dans un EHPAD, voilà. Stéphanie Pellerin. Non, elle est là. Je crois que tu étais là ce matin, non mais franchement... Tu m'as déjà oublié. Non. Alors, Stéphanie, donc il y a Le monde entier est une possibilité. Alors, tout comme les livres de Virginie et de Céline, le tien, enfin, Le monde entier est une possibilité est en emprunt. Voilà. C'est une très bonne nouvelle aussi. Voilà. Par contre, j'ai réussi à sauver un Noël avec mon chat pour en avoir au moins un aujourd'hui. Voilà. Qui a failli partir, là, j'étais accroché. La personne viendra le chercher mardi, sauf si quelqu'un le prend aujourd'hui. Donc, qui est professeur. Oui. Et qui a animé un superbe atelier d'écriture ce matin. Elle dit ça parce que je suis là. Non, on a passé un excellent moment, c'était très très chouette. Parce qu'il y avait de très chouettes participants aussi. Jenny Goudet. Voilà, c'est moi. Voilà. Qui nous a offert les livres. Donc, le dernier, c'est Déshonneur et rédemption.
Oui, ce n'est pas le dernier, mais c'est un des derniers. C'est un des derniers, voilà, traduit, voilà, qui est anglophone, Oui, je suis américaine, voilà, mais qui vit à Paris. Qui vit En France, dans le banlieue parisienne. Voilà, exactement. Et Sarah Macaire, c'est moi. Voilà, on s'est vu juste rapidement quand vous êtes arrivés tout à l'heure. Voilà, qui est parisienne, qui est juriste. J'étais. Avant, ça c'était avant, mais bon, c'est quand même important, voilà. Donc quand même du beau monde. Et alors moi je l'ai pas, c'est Hélène hein, votre nom? Non, c'est comment le prénom? Virginia Rhys, voilà, qui vient de Londres, non, d'Angleterre, d'Amérique. Yes. Angleterre, voilà. Et qui vient présenter aussi des romans. Mais j'ai pas les titres par contre. Hein. Honte sur vous. Hein. Voilà. Donc, on m'a donné la lourde tâche d'animer la première table ronde. Donc voilà. Je vais essayer de faire ce que je peux, n'est-ce pas? Donc, et en plus, on m'a donné la lourde tâche de faire une table ronde sur, je vous donne l'intitulé, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi, qui était donc, est-ce que la littérature féminine est un outil contre les violences faites aux femmes? Voilà, c'était ça un peu le... Alors, moi, avant de parler de ça, je voulais vous demander, justement par rapport à ça, excusez-moi, je tourne en plus le dos, je voulais vous demander par rapport à ça aussi, si vous avez l'impression, moi je ne donne pas mon avis pour l'instant, mais si vous avez l'impression que la littérature féminine a beaucoup changé, je dirais, ces 20 dernières années, par rapport à ce qu'elle était dans les années 70-80, et en quoi elle a changé. Qui veut prendre la parole? Alors, je ne peux pas prétendre avoir connu la littérature féminine il y a 100 ans. Non, moi je parle des 30 dernières, 40 dernières années. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tout un pan de publications éditoriales qui sont vraiment très axées sur la femme, mais l'héroïne au premier plan, qui s'affranchit de plus en plus. Et je dirais peut-être pas de ces 30 dernières années, mais depuis au moins une dizaine d'années, on sent qu'il y a vraiment une volonté, tant des auteurs que des éditeurs, à vouloir mettre au premier plan une héroïne dans une histoire qui est peut-être un peu plus... qui nous ressemble plus, en fait, une héroïne qui nous ressemble plus. Donc c'est peut-être ce qui a évolué au cours de ces décennies. Et j'espère que ça continuera de mettre justement des personnages un peu plus en lumière, en les sortant de leurs clichés qu'on a eu l'habitude de voir pendant des siècles, j'oserais dire des siècles, en littérature. Oui, mais moi je peux aussi te parler par rapport à la littérature jeunesse, parce que moi quand j'étais gamine, je vais bientôt avoir 40 ans, donc ça fait quand même longtemps que j'étais gamine. Les livres que j'avais quand j'étais petite, c'était principalement quand même des héros, et on avait quelques héroïnes. J'ai Fantomette aussi, Moi j'ai grandi avec Fantomette, c'était mon héroïne femme. Mais il y avait quand même déjà des choses. On avait quand même des choses, mais j'ai l'impression que maintenant, les enfants ont beaucoup plus d'héroïnes auxquelles s'identifier. Merci. On va faire une table ronde vraiment participative, chacun va tenir les phrases de l'autre. Et alors, c'est compliqué en effet de généralités, etc. Mais je ne suis pas une experte de la question. Mais si je vois notamment des livres comme Vanessa Springora avec le consentement, qui a écrit, qui a dénoncé aussi ça, c'est des sujets qui voilà, on commence à parler de ces questions de consentement, de ces questions voilà, c'est mis sur la table, et voilà, après est-ce que c'est le début d'une grande vague, je ne sais pas, mais voilà. D'autres personnages? Non. Moi, j'étais grande fan des classiques en grandissant. Et ce que j'ai vu, c'est que les héroïnes, elles restaient dignes, souvent face à des difficultés, juste en ayant un caractère qui brillait. Donc, d'un côté, il y avait cette façon d'honorer les femmes à l'époque.
Ensuite, si on parle justement des années 80, je pense tout de suite à Fabio avec ses longs cheveux et son chemise qui prend la femme comme ça. Bon, ça c'est un peu plus l'époque où les femmes dépendaient d'un homme pour leur sauver. Et donc, ça, ce n'est pas du tout actuel. Je pense que, sauf pour peut-être une tranche très spécifique des femmes qui veulent vraiment des livres un peu bonbons, style bonbon. Mais à part ça, je sais que les lectrices attendent, enfin même des lecteurs, mais les lectrices surtout, attendent que la femme puisse se sauver elle-même, qu'elle ne dépend pas d'un homme pour la sauver de la situation. Donc, si elle peut avoir la caractère qui brille autant, c'est important. Mais ça, je pense que c'est ça qui a changé. Le public n'accepte plus les héroïnes qui attendent l'homme de leur sauver. Sorry, don't speak French, but I have Bridget here. I'll try. Everyone has spoken about the role of the heroine in this, but I think one of the biggest changes is the role of the hero. The idea of the alpha hero of 20, 30 years ago is dead. No woman wants to read that anymore. Oui, on a beaucoup parlé du rôle de l'héroïne, mais elle pense que le plus grand changement, c'est aussi le rôle du héros dans la littérature plus récente, dans les livres plus récents. Elle dit que le cliché du mâle alpha, il est mort. Bon, pas tout à fait mort, mais... So the fashion now, and I think it's very important, is that the relationship is equal. It's not the man in charge, it's not the woman in charge, it's a bit of both. They both rescue each other. Donc c'est beaucoup plus un partenariat avec les deux parties qui sont à égalité maintenant. Donc ce n'est pas l'homme qui sauve la femme, c'est pas la femme qui sauve l'homme, ils se sauvent mutuellement. Oui, j'ai un bébé. Voilà qui est intéressant. Je ne sais pas si mon micro va aller jusqu'à quoi. Il est expliqué. Sinon, j'en ai un intégré dans la gorge. Test. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je peux essayer de passer sous la. Non, oui, ouais, tu vois. Parce qu'il faudra que tu parles. Ou tu te lèves. Je vais mettre là comme ça. Voilà, parfait. Moi, j'avais un petit bémol sur ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, on a des héroïnes qui sont plus fortes, qui n'attendent pas forcément nécessairement d'être sauvées dans une partie, effectivement, de la littérature féminine, dans la romance, mais aussi dans d'autres genres féminins. En revanche, moi, je suis très, je dirais, dubitative. Alors aussi parce que je suis enseignante en collège et que j'ai des lectrices de 4e et de 3e qui se délectent de la dark romance. Et moi, j'ai quand même l'impression que... Alors, on n'est plus dans le mal alpha, mais finalement, on a trouvé mieux, avec toutes les guillemets et toute l'ironie que va contenir mon propos, qui est le mal toxique. Et justement, là, c'est presque, selon moi... Enfin, après, je me trompe peut-être, et ça n'est que mon point de vue, hein, mais ce qui m'inquiète, c'est de me dire... est-ce qu'on n'est pas en train de dire, alors aux jeunes filles, parce que peut-être que les jeunes femmes et les femmes plus aguerries ont déjà ce recul pour être juste dans le fantasme, mais de dire que justement, la jeune fille, elle va pouvoir sauver cet homme toxique par amour. Et voilà, je m'interroge, et du coup c'est intéressant d'avoir une pluralité d'auteurs, de lecteurs, sur cette image et sur la capacité à sortir du fantasme. Alors après, on a tous des fantasmes différents et ça se respecte. Mais moi, je suis inquiète. Voilà, on n'est plus dans le mal alpha, qui à la limite, pourquoi pas, de temps en temps, voilà, on peut avoir envie de se sentir protégé. Mais là, voilà, c'est le mal toxique que notre amour incroyable et merveilleux va sortir de sa toxicité.
Sauf que dans les faits divers, c'est pas tellement. Enfin là, on retombe sur les féminicides et voilà, ça m'inquiète. Je vais retourner me cacher. Mais je suis assez d'accord avec toi, on en reparle un peu. Oui, mais je vais la rejoindre dans son propos. Alors, je vais m'avancer. Non, Bonjour ça, tout le c'est monde. Alors, je vais te rejoindre dans ton propos et je parle de la romance historique. J'anime un groupe dédié à la romance historique. Et quand même, malgré tout, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, quand on parle des romances dites old school, celles qu'on avait l'habitude de lire, nous, dans les années 90, au début des années 90, quand on a découvert le genre, oui, j'ai 45 ans. Et en fait, c'est quand même des mal alpha, beaucoup. Et en fait, elles ont du succès, quand même, ces romances. Elles ont beaucoup de succès. Peut-être parce que quand même on a un certain âge et qu'on arrive, je sais pas, hein, je suis pas psy, je peux pas, je dis ce que je ressens vis-à-vis du groupe. On arrive à faire la part des choses, hein. On sait que Fabio justement et on en parlait tout à l'heure d'un roman de Kathleen Moody Weiss ou ce qu'on appelait le body stripper. Kathleen Moody Weiss, si on en parle sur le groupe, c'est quand même voilà, la référence. Donc, et on lit, hein, au-delà de ça, on lit aussi la nouvelle vague d'auteurs, etc. Il y a quand même une critique qui revient régulièrement concernant les nouvelles auteurs sur le groupe. Alors je le vois et je le note à chaque fois. C'est justement le décalage entre le côté historique et ce qu'on appelle l'héroïne crinoline 2.0. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression d'avoir affaire à une héroïne de notre époque, autant dans le langage que dans l'attitude. On ne replace pas dans le contexte. Par exemple, si on prend l'exemple de comment elle s'appelle dans Orgueil et Préjugés, j'ai un trou, alors que c'est j'ai honte. Merci, vous me sauvez l'honneur, c'est filmé. Voilà, donc c'est quand même une héroïne de son époque et qui utilise, donc c'est les codes de l'époque, alors et elle se défend avec sa langue. C'est la seule chose dont elle dispose pour pouvoir, et ben c'est un roman, il est indiscutablement réussi et c'est une réussite et tout le monde l'aime, enfin je veux dire, il n'y a pas de, voilà. Et donc on a souvent justement ça, donc c'est pour ça que je te rejoins sur certaines choses. Il y a quand même, voilà, il y a quand même ce mal alpha, quand même dans la romance historique qu'on aime bien, la saga de Monica McCarthy, donc la garde des Highlands, qui est très appréciée. Et alors ça, c'est du mal alpha, mais alors à 200%. Donc c'est vraiment, et c'est très apprécié, et ça revient souvent, et c'est à chaque fois que quelqu'un a publié un post justement sur ces romans-là, c'est très commenté tout le temps, beaucoup plus de visibilité, etc. Alors, bon, et voilà, et je remettais sur le contexte de l'âge, on est quand même une certaine génération de quarantenaires, cinquantenaires, etc. Donc on peut remettre dans le contexte. Pour la date romance, je sais pas, je peux pas. Voilà, donc ça c'était pour le volet romance historique. Voilà. Non, moi, je rejoins Stéphanie. Après, c'est effectivement TikTok est très apprécié à l'heure actuelle par les jeunes. Nous, on a plusieurs jeunes ados qui, en fait, choisissent leur livre sur TikTok. Et la dernière qui est en date, qui a beaucoup eu de succès, c'est Captive, qui a vraiment de la dark romance avec ce que tu disais, comment dire, un homme complètement toxique. Et c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné parmi nos ados. En même temps, ils vont adorer Adé Martel, c'est-à-dire une romance plus drôle, plus où on va parler de harcèlement, on va parler de choses comme ça. Donc ils vont naviguer en fait entre les deux, c'est-à-dire à la fois cette romance qui est assez, je pense qu'il y a de la lecture taboue pour eux. Enfin, c'est de la lecture qui normalement devrait leur être interdite par les parents. Et qu'ils ont envie de lire parce que c'est interdit. Voilà, en gros, je pense qu'il y a cette facette-là par rapport à la dark romance à l'heure actuelle chez les adolescents. Je rebondis sur ce que vous aviez dit effectivement sur la dark romance, le mal toxique. Après, ce temps, on parlait du mal alpha. Alors, on voit beaucoup en romance, mais en fait, est-ce qu'aussi il n'y a pas une évolution du terme du mal alpha tel qu'on l'imaginait dans les années 80-90, et de l'héroïne, alors je parle dans les romans historiques, donc on se rejoint un peu sur le concept, ce qui est peut-être compliqué dans ce qu'on lit aujourd'hui, dans ce qui est publié dans je mets romance historique pour étayer mon propos, c'est d'essayer effectivement d'intégrer une héroïne d'aujourd'hui dans un cadre historique
ça fait presque gadget, mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une héroïne avec les valeurs qu'on a aujourd'hui et de la replacer dans son cadre d'époque avec les codes de l'époque, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui est important pour montrer effectivement qu'une héroïne, enfin, s'affranchit des clichés et effectivement Orgueil et Préjugés quand même, pour son époque extrêmement bien fait. Et on parlait effectivement des mâles toxiques, mais là je reprends sur les classiques. Je ne sais pas si vous avez eu les Hauts de Hurlevent. Le mâle toxique, on y est. Hein. J'ai pas vu un classique, enfin un des rares classiques. Et effectivement, je pense que ça dure depuis longtemps. Et ce que j'espère, c'est que le mâle alpha tel qu'on l'imagine, on aura toujours envie de lire un livre. Enfin, il y aura toujours grand public pour lire du mâle alpha. Mais le but, c'est que le mâle alpha tel qu'on l'a vu dans les années 80-90, même au-delà, évolue. Et s'apparente peut-être plus aux partenaires qu'on a envie d'avoir aujourd'hui pour fantasmer sur ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Et je pense que c'est un travail qui est en train de se monter. Mais comme tu disais, les Highlands, on est encore sur le mâle alpha, cliché, enfin, un peu torse nu, un peu comme Fabio finalement. Et j'espère vraiment que les auteurs d'aujourd'hui, les nouveaux auteurs, les nouveaux éditeurs vont pouvoir ramener un peu au fantasme, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas le mâle alpha des Highlands qu'on ne peut pas fantasmer sur un héros, et de ramener leurs héroïnes dans quelque chose de plus réaliste, mais qui tout aussi évasif. Enfin, voilà. Et ça, je trouve ça super important, et je tenais vraiment à le dire sur le fait que voilà, il y a de la dark romance, et elle existe, et elle existera toujours, parce qu'on le fera, mais qui est quand même une évolution, et en tout cas, c'est ce que je souhaite en tant qu'auteur, éditeur, voilà. Okay, I write historical romances. I've written 32 of them and sold over 1 million books. And I would politely disagree with what some of the panel have said. Virginia, elle a écrit 32 romances historiques, et elle a vendu 1 million de livres en tout. Elle voudrait peut-être, très poliment, montrer un peu de désaccord avec certains propos. History is filled with women who did things outrageous in their time. History is filled with women who did things on their own, who stood up, who fought back. And I think as modern readers, we also need to remember that modern historicals are writing to a modern audience. And the question we need to ask is not whether or not it's, that actually happened, is whether it's plausible that it could happen. Because at the end of the day, we're writing for people nowadays, not 300 years ago. Donc l'histoire est effectivement remplie de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont fait des choses qui étaient à l'époque considérées scandaleuses. Il y a des femmes qui ont agi, qui ont eu le courage d'agir seules dans l'histoire, dans le passé. C'est pas que de nos jours. Il y a des femmes qui ont résisté et qui ont imposé leurs idées. Donc, effectivement, faut se dire aussi qu'on écrit les romances historiques de nos jours sont pour les lecteurs de nos jours. Et au lieu de se dire est-ce que ça s'est passé comme ça, il faudrait plutôt se dire est-ce que ça aurait pu se passer comme ça, pour faire plaisir aux lecteurs de nos jours, la personne moderne qui lit. Donc justement par rapport à cette évolution de la littérature féminine, je voulais savoir comment vous concevez vos livres, parce qu'il y a beaucoup de livres qui abordent des sujets d'actualité. Alors, on a parlé de harcèlement, des violences faites aux femmes, etc. Comment vous abordez votre écriture? Est-ce que vous partez d'un sujet que vous avez envie de développer et du coup vos personnages vont graviter autour de ce sujet? Ou au contraire, c'est les personnages que vous allez développer qui vont faire que, à un moment donné,
leur histoire va vous rattraper et que vous allez aborder tel ou tel sujet en fonction des situations dans lesquelles vous mettez vos personnages. C'est une vaste question, mais je sais qu'il y a des auteurs qui partent plutôt d'un environnement, il y en a d'autres qui partent d'un personnage et qui sont rattrapés. C'est vrai. Pour moi, c'est les deux. Parfois, j'envisage d'avance ce que je vais écrire et parfois, je me piège. Par exemple, avec un dernier livre, j'avais écrit dans le premier tome, il y avait beaucoup de mystères autour d'une jeune veuve qui avait un fils et elle a réagi un peu bizarrement tout le temps et on n'a pas trop compris pourquoi. Et donc, du coup, comme je l'ai écrit sans trop réfléchir, j'étais obligée de créer une bonne raison pour ça. Et dans le deuxième tome, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son beau-frère, bon, c'est un roman historique, c'est le beau-frère qui avait, enfin, le frère de son mari décédé, qui avait le charge de son fils. Et c'était une personnalité narcissiste. Et bon, je l'ai basé sur... malheureusement, quelqu'un que je connaissais, le mari d'une amie que j'ai soutenue, donc ça tombe un peu bien de ce sujet. Et donc c'était facile à décrire. Et en fait, j'ai mis un warning, un avertissement sur les livres parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lire ça sans rentrer dans leur propre personnalité. Mais en même temps, je voulais montrer que ça existe et montrer surtout que le bien peut gagner le jour, en fait. Et je pense que c'est ça, les romans romantiques. On veut montrer que c'est le bonheur qui gagne. Et en fait, dans cette histoire, elle a pu évader et évahier sa situation, enfin, elle a pu échapper. Et bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question finalement au final, mais juste pour dire que parfois je me ramène dans un coin où je suis obligée de créer une situation. Puis il y a d'autres moments où je décide. Par exemple, je fais attention quand j'écris d'honorer la femme. Il y avait une situation, et on a parlé de consentement et de honorer son consentement. Donc même si j'écris des livres sans scène inédite, il y avait un moment où le héros est monté dans sa chambre et en fait c'était mon éditeur qui a dit ok, donc il faut que c'est elle qui l'embrasse en premier. Parce que sinon, ça peut être un peu trop envahissant. Donc j'ai suivi son conseil. Et puis il y avait d'autres moments où il va avoir un conseil à si je l'embrasse, je vais la séduire. Mais il y a un après-pensée, mais je ne vais pas l'embrasser sans son consentement, mais dans les termes historiques. Donc voilà, j'ai l'impression que j'allais un peu partout. Donc peut-être quelqu'un d'autre a plus concrète à dire. Je suis plus très sûre de me souvenir de la question non plus, mais est-ce qu'on parle d'un thème pour... Est-ce que vous dites, je ne sais pas, moi j'ai envie de parler de la violence, de l'harcèlement dans le milieu scolaire et donc je vais inventer des personnages autour de ça et une histoire, ou est-ce que vous écrivez une histoire et par moment il y a une thématique vos personnages vous rattrapent et vous donnent envie de développer telle ou telle chose parce que vous les mettez dans une telle situation que tout à coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense que quand on est habité par ces personnages, parfois on se laisse rattraper par leur histoire et... Moi, le plus souvent, j'ai déjà le thème et je fais en sorte que l'un de mes personnages ait vécu cette épreuve-là dans son passé et soit dans une phase de résilience toujours pour évoluer. Mais il m'est déjà arrivé qu'un thème autre apparaisse dans un livre au bout d'un moment pour expliquer, oui, la réaction d'un personnage, oui, pour expliquer pourquoi dans son enfance il était comme ça, mais qui n'avait rien à voir avec le thème central du livre.
je vais parler d'un de mes livres, mais ça va pas forcément parler à quelqu'un, sauf ceux qui m'ont lu. Par exemple, dans C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, alors, le thème c'était un homme qui se découvre père d'une jeune adolescente de 14 ans après plusieurs années, après que sa petite amie de l'école vient de décéder, elle lui a laissé une lettre pour lui expliquer tout ça. Et plus tard, elle avait le don, sa petite amie à l'époque, de beaucoup l'apaiser. Et ça, j'y reviens plus tard parce que j'en ai pas parlé tout de suite au début et je suis en train de m'en poser. Plus tard, il explique à l'assistante de... Je ne peux pas raconter, en fait. Je suis en train de... Bref. Pourquoi il était toujours en colère quand il était jeune, mais ça, je l'avais pas dès le départ, j'avais pas encore cette partie-là du passé de mon personnage, et c'est venu au fil de l'écriture, en fait. Voilà. Ouais, je pensais beaucoup aussi au livre de Virginie, on sent que vous vous inspirez aussi de choses, soit que vous avez vécues, soit dont vous avez entendu parler, et du coup, je me demande toujours si... Voilà, la situation de départ, effectivement, vous l'avez, mais par exemple, cette relation entre cette jeune femme et sa belle-mère, je pense qu'elle a évolué au cours de l'écriture, elle n'était pas peut-être complètement figée dès le départ. Alors, dans ce roman, qui est quand même La Veuve apprivoisée. La Veuve apprivoisée, donc c'est un roman contemporain. En fait, j'avais déjà le sujet. Moi, c'est la PMA post-mortem. Suite à la loi bioéthique qui est passée il y a quelques années, en fait, la question était est-ce que lorsqu'on est en parcours PMA et que le conjoint décède, la France aujourd'hui ne nous permet pas de continuer la procédure? C'est comme ça, c'est la loi, et donc c'est-à-dire que soit la procédure s'arrête et on détruit les embryons qu'il y a eu avant, c'est très technique mais c'est le cas, et soit on en fait don à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce sujet-là m'avait un peu marqué, et j'étais dans un processus où je venais d'avoir mes 2 petites filles, et autour de moi, beaucoup de mes amis avaient été dans ce parcours-là, alors pas veuve, et je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui se passerait? Et effectivement, après, on crée des personnages, la relation entre Daphné et sa belle-mère, c'était vraiment pour montrer, voilà, et c'était 2 femmes qui sont en deuil, pas de la même façon, une femme qui a connu la maternité de son fils, une femme qui n'a pas encore connu la maternité, mais qui a perdu son mari, et qui est très proche de sa belle-mère. Je tiens juste à signaler que j'adore ma belle-mère, c'est pas du tout inspiré d'elle. Donc je ne l'ai pas vécu. Mais c'était, voilà, moi sur ce thème-là, j'avais déjà mon sujet. Et après, effectivement, les personnages nous rattrapent, en fonction de comment on construit l'intrigue, parce que c'est quand même construire une intrigue, on va leur donner une personnalité. Mais le thème de base, en tout cas, était là. Ouais, je vais faire un petit pas de côté par rapport à la question. C'est comment la situation que je voulais, enfin l'histoire que je voulais raconter a influé sur le sexe de mes personnages. Mon premier roman, je voulais parler de bataille, de guerre, des fossoyeurs aux Saints Innocents à Paris, que des sujets super sympas. Et j'avais du mal à imaginer ça dans la peau d'une héroïne. Donc j'ai écrit dans la peau d'un homme. Donc en plus c'est écrit à la première personne. Second roman, je voulais parler d'un couvreur, enfin quelqu'un qui était sur les toits de Paris, etc. Alors c'est vrai que j'aurais pu ce coup-ci écrire dans la peau d'une femme, mais bon, ça a été dans la peau d'un homme, parce que pour moi c'était encore plus simple aussi. Et là, pour ce 3e roman, je voulais écrire dans la peau d'une femme, mais pareil, je voulais parler d'un bourreau, je voulais être dans cette période de fronde avec toutes les batailles, etc. Et pareil, j'avais du mal à imaginer comment je pourrais trouver une héroïne qui puisse galoper à cheval, qui puisse mener des batailles, etc. Et j'ai trouvé ce subterfuge de la fille du bourreau, mais qui, aux yeux de tous, est un garçon. Et donc ça a été, voilà, mais j'ai toujours, en fait, finalement, je me rends compte, même dans les autres sagas que tu as éditées, par exemple Emily, c'est une héroïne qui se bat aussi contre sa condition de femme, parce que sa condition de femme l'empêche de faire ce qu'elle veut. En tout cas, elle veut être, dans les parlements de Paris, elle veut être bijoutière,
Sa condition de femme l'empêche de réaliser son rêve. Là, mon héroïne, sa condition de femme la contraint à soit à épouser un bourreau, soit, enfin voilà, donc elle est contrainte peut-être par son sexe, et justement le fait de jouer sur la double identité me permettait moi de la faire évoluer parmi les grandes secondes dans son corps de femme. Elle se déguise donc, enfin, elle se déguise pas, elle est femme, et elle se fait passer pour une bourgeoise. Et puis, d'un autre côté, elle est en garçon, elle est fille de bourreau, et donc aux yeux de tous, elle est un garçon, donc elle évolue librement, si je puis dire, sans les contraintes de son sexe. Voilà. Donc, non, c'était juste par rapport au deuxième livre où tu dis que tu voulais un héros masculin de Cornicar. Ouais. Mais elle, ça avait quand même beaucoup d'importance dans cette elle histoire. Elle a énormément d'importance, et c'est elle d'ailleurs qui Exactement, donc finalement, qui est le héros et l'héroïne dans son histoire? Oui, les deux, c'est le couple improbable qui forme. Voilà, parce que donc c'est un couvreur de métier qui adore, qui est amoureux des toits de Paris et qui déteste les souterrains de Paris. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans son histoire? Il va sombrer dans les souterrains de Paris. C'est un peu biscornu dit comme ça, mais voilà, donc il va tomber dans les souterrains de Paris, tout dans sa vie va s'écrouler, il va perdre sa femme, va le quitter, on va lui demander une importante somme d'argent, sa maison va s'effondrer parce qu'il habite à Montmartre. Le pauvre, donc sa maison même s'effondre dans les carrières, et donc il va en effet rencontrer elle s'appelle Elle, et elle va l'aider à rembourser la somme qu'il demande, etc. Et donc en effet il y a toute une balade comme ça dans les coulisses de Paris, avec donc ce groupe improbable que tout oppose, quoi, finalement, l'homme des hauteurs et la femme de l'ombre. Puis après j'ai une question perso, qu'est-ce que tu as avec le patronyme Claircy? Parce que le premier s'appelle Ambroise Claircy. Bravo de l'avoir remarqué. Et je me suis dit, tiens, c'était un petit clin d'œil. Il y a possibilité qu'il y ait un lien après. Voilà, je me suis dit en fait qu'il y avait, ce serait peut-être que dans un futur. Non, il n'y a pas du tout, mais sans doute dans un futur, dans une prochaine saga, dans un futur roman, on va retrouver le personnage Claircy, qui sera sans doute. On peut imaginer que Céleste est l'arrière-petite-fille d'Ambroise. Bah oui, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'aimais bien faire ce petit clin d'œil à mon premier roman. Donc, mais c'était une petite question. Félicitations de l'avoir noté, parce que c'est vraiment un détail, mais bravo. Bah oui, c'est pas un nom hyper cool. Enfin, Claircy, c'est pas non plus. Non, mais bon, c'est pas. Oui, c'est pas du tout, mais. Voilà, exactement. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Parce qu'on va peut-être clore. Il reste plus de 5 minutes, donc on va finir avec cette question. I'm weird because I see my stories like a film in my head, and so the characters just appear, and the problems that they have just appear. Donc elle voit en fait tout l'intrigue de ses livres comme un film dans sa tête. Elle voit les personnages, ils apparaissent, et ils apparaissent, ils sont là. And bizarrely, in romantic comedies, which I write, light and dark pair together perfectly. And so you can find all the things that the baggage that the hero and heroine have are brilliant for the humour, and they're also brilliant for the romance because it keeps the hero and heroine apart, and the fun is getting them together. So I've explored a lot of very dark themes, but I've always done it with humour, and it always ends happily. Donc, par contre, elle a parlé avant des romances historiques, mais donc elle a parlé, elle écrit de la romance historique, mais elle écrit aussi de la comédie romantique. Et c'est vrai que dans la comédie romantique, le fait d'opposer deux forces, ça marche très très bien. Et donc de mettre la lumière d'un côté, l'ombre de l'autre côté, ça marche très bien. Et ça, comme elle a fait plusieurs comédies romantiques, ça a permis d'explorer le passé des deux personnages, de les mettre en opposition, de les laisser se rencontrer au milieu.
et se rapprocher. Donc parfois il faut explorer aussi des thèmes un peu sombres pour pouvoir à la fin se rencontrer au milieu et avoir une fin heureuse. Je ne sais pas si j'ai tout bien vu. Yeah, something like that. Je peux rajouter quelque chose. Ah oui. Obligation. Pourquoi je me suis pas Alors, moi j'aime beaucoup entendre, d'ailleurs, quand c'est l'occasion d'échanger avec d'autres écrivains, c'est passionnant parce qu'on a tous des manières très différentes d'écrire et je trouve passionnant d'entendre que pour arriver à une histoire, on a tous des chemins différents. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai en commun avec toi, c'est ce côté filmique pour l'apparition des personnages. Moi, les personnages vivent avec moi dans ma tête. Je me fais des films, ça peut sembler bizarre et étrange de se dire que j'ai des amis imaginaires, mais voilà, ils se promènent avec moi dans ma tête. Et en fait, quand je me mets devant l'ordinateur, c'est que je sais déjà une partie de ce que je veux pour eux. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire les rebondissements, d'avoir des chutes, d'avoir un objectif final. Et les thématiques, finalement, elles arrivent au fur et à mesure que les personnages grandissent. Et je m'aperçois que je suis bourrée de thématiques, de combats, de choses dont j'ai envie de parler. Et en fait, ça vient nourrir le premier film. Mais effectivement, donc moi, je suis quelqu'un qui réécrit beaucoup. Parce que mon premier jet, c'est vraiment un jet très filmographique, très scénique. Et après, il faut quand même un moment écrire correctement. Donc, je reprends beaucoup l'écriture après. Voilà. Non, mais effectivement, comme vous disiez toutes les deux, je pense qu'on est toutes, en tant qu'auteurs, on a des films dans nos têtes. C'est comme ça qu'on travaille. Pas toi? Non. Ah bah justement. Je voulais pas couper parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que dans je fais partie de beaucoup de groupes auteurs anglais et puis justement on a parlé de ça. Certains auteurs voient et puis il y a quelque chose en couleur, une pomme mais en couleur avec tous les reflets. D'autres on peut voir les couleurs mais sans les reflets. D'autres on voit juste d'autres juste le fil, enfin le outline et le surligné. Et je me rends compte que oui, par exemple si j'imagine une scène, j'imagine vraiment dans les patchs, je ne peux pas tout voir, je vois juste ce coin-là et ce coin-là et ce coin-là. Et c'est la galère d'écrire. Parce que c'est vraiment difficile pour moi et je dois rebondir sur mes amis pour trouver des choses et c'est vraiment exceptionnellement difficile pour moi. Donc la partie plaisir, c'est quand tout est fait, je me sens j'ai donné naissance, c'est bon. Là, je peux embellir. Là, je peux travailler la langue. Là, quand tout est là, je peux commencer à voir les couleurs, la pièce, la scène et tout ça. C'est à ce moment-là que je prends vraiment plaisir à écrire. Mais sinon, c'est juste, c'est torture. Excuse me. I cannot write a messy first draft. Donc elle ne peut pas faire un premier jet qui est pas lisse. Elle n'aime pas. So the film in my head stops when something's not right, and I can't write anything else, and so I've got to work it out. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand elle est en train d'écrire, le film s'arrête. Et là, elle sait il y a un accro, il y a quelque chose qu'il faut que je règle avant de continuer. And when I write the end, I literally write it chronologically. And when I write the end, I just send it to my editor. No. Yeah. Donc elle écrit de façon chronologique du début à la fin, et quand elle écrit fin, elle l'envoie direct. Elle ne se relit pas. Elles sont choquées. Yeah, it's a very long process, but it's a very clean first draft.
Donc c'est très très long pour arriver au premier, Moi, c'est le chaos, c'est l'inverse. premier exemple. Told you I was weird. Mais elle a dit qu'elle était bizarre, hein. Maintenant les autres le voient. Je pense que c'est pas la seule auteure. Donc merci à vous d'avoir répondu à mes questions.